Et si la prochaine révolution agricole ne venait ni de la Silicon Valley, ni des laboratoires européens, mais jaillissait du cœur vibrant du Burkina Faso, là où le soleil brûle la terre et où l'imagination ne s'est jamais résignée. Imaginez la scène, en janvier 2025. Sous le ciel sans nuages d'Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré s'adresse à la nation. Il ne promet pas une réforme ordinaire, ni une aide extérieure, mais un bouleversement qui résonne dans chaque foyer. D'ici 5 ans, le Burkina Faso plantera 300 millions d'arbres moringa, du Sahel aride jusqu'aux plaines fertiles du Sud. C'est une annonce qui claque comme un coup de tonnerre. 300 millions d'arbres, c'est plus que tout ce que le pays a jamais osé rêver. C'est l'équivalent de 10 arbres pour chaque habitant, de l'enfant à l'aïeul. Pour donner une perspective, si l'on alignait ces moringas, ils formeraient une forêt si vaste qu'elle couvrirait presque tout le territoire national. Cet arbre, le moringa, porte un surnom évocateur, l'arbre miracle. Mais derrière ce nom, il y a des réalités bien concrètes. Ses feuilles recèlent plus de protéines que le chou ou l'épinard, plus de fer que la viande rouge, et ses graines, une fois broyées, purifient l'eau comme par magie. Son huile, douce et résistante, rivalise avec l'huile d'olive méditerranéenne, tout en supportant mieux la chaleur africaine. Dans les villages burkinabés, le moringa n'est pas une nouveauté. Il existe dans la mémoire et dans la pratique. Et des femmes en cueillent les feuilles pour la sauce. Des enfants en mâchent les tiges pour calmer la faim. Des guérisseurs utilisent son écorce contre la fièvre. Pourtant, jamais encore il n'avait été placé au cœur d'une stratégie nationale. Pour comprendre la portée de cette promesse, il faut se souvenir des précédents historiques. Dans les années 1930, les États-Unis d'Amérique affrontaient le Dust Bowl, cette catastrophe écologique qui a transformé les grandes plaines en désert. Le président Franklin Roosevelt avait alors mobilisé les fermiers pour planter des millions d'arbres, créant des shelter belts qui freinèrent le vent et retardèrent l'érosion. En quelques années, ce pari fou a redonné vie à des régions entières. C'est ce genre de transformation que le Burkina Faso ambitionne, mais avec un arbre autochtone, porteur à la fois de nourriture, de santé et d'autonomie. Un autre parallèle s'impose. Le plan Marshall, lancé en 1947, a permis à l'Europe exsangue de se relever en injectant des capitaux, du blé, de l'acier, mais aussi en imposant des modèles industriels venus d'ailleurs. Aujourd'hui, le Burkina Faso propose son propre plan Marshall, non pas fondé sur l'importation, mais sur la revalorisation d'une ressource locale adaptée au climat et aux traditions. La question fuse dans tous les esprits. Peut-on vraiment, dans un pays où presque la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire, transformer le destin par la seule force d'un arbre? L'annonce fait sensation. Dans les villages, c'est l'espoir qui renaît, l'idée que l'on peut cesser d'attendre les sacs de riz venus d'Europe ou d'Asie. Mais dans les grandes villes et à l'étranger, le scepticisme domine. Certains rappellent les rêves démesurés du passé, les plans d'irrigation jamais achevés, les promesses de diversification agricole restées lettres mortes. Pour les sceptiques, 300 millions d'arbres évoquent une utopie. Même les grandes puissances, avec leurs machines, leurs capitaux, peineraient à relever un tel défi. Pour d'autres, ce chiffre résonne comme un pari audacieux, à la mesure des défis du continent, la désertification, la dépendance alimentaire, le chômage des jeunes, l'exode rural. L'enjeu est immense. Si le projet échoue, le Burkina Faso risque de s'enfoncer dans la dépendance, de voir la faim s'aggraver et de perdre la confiance de sa jeunesse. Mais si, à l'inverse, le pari réussit, le pays pourrait prendre une revanche historique sur le désert, montrer à l'Afrique et au monde qu'une voie nouvelle existe, fondée sur la résilience, l'innovation locale et la mobilisation populaire. C'est donc une question brûlante qui traverse toutes les conversations. Miracle africain ou folie suicidaire? 300 millions d'arbres peuvent-ils vraiment changer la donne, nourrir un peuple et ouvrir la voie à une nouvelle révolution verte? Pour le comprendre, replongeons dans le moment où tout a basculé. Ce jour-là, à Ouagadougou,
La promesse de Traoré ne s'adresse pas qu'aux décideurs. Elle descend jusque dans les villages les plus reculés, bousculant la routine et réveillant un peuple longtemps habitué à la résignation. Pourquoi miser sur le moringa et pourquoi maintenant? Le Burkina Faso, pays enclavé, subit de plein fouet les effets du changement climatique. La sécheresse gagne du terrain, les récoltes de mil et de sorgho diminuent chaque année, près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, et l'accès à l'alimentation reste incertain pour des millions de familles. Le moringa, pourtant, n'est pas un arbre inconnu. Depuis des générations, il est là, discret mais tenace. Dans les villages de la région de Kaya, une mère l'a résumé ainsi. « Si j'ai du moringa dans ma cour, mes enfants ne connaîtront plus jamais la faim. » Cette conviction traverse le pays, portée par l'expérience vécue. Quelques feuilles ajoutées à la bouillie du matin suffisent à prévenir l'anémie, à renforcer les défenses immunitaires. Pour beaucoup, le plan du gouvernement n'est pas qu'une politique publique. Il devient l'espoir de tourner la page de la dépendance. C'est la promesse de ne plus attendre chaque saison sèche que des camions de riz débarquent du port d'Abidjan, ou que l'aide d'urgence vienne de Paris ou de Bruxelles. Mais l'annonce suscite aussi des doutes, parfois des colères. Dans les grandes villes, certains intellectuels dénoncent une utopie. Planter 300 millions d'arbres, même la France ou la Chine n'y arriveraient pas, même avec tout leur argent et toutes leurs machines. Des voix s'élèvent, craignant que le projet ne rejoigne la longue liste des promesses oubliées, des plans restés sur le papier. Pour d'autres, le danger est ailleurs. La monoculture pourrait appauvrir les sols, déstabiliser les écosystèmes locaux et créer une nouvelle forme de dépendance, cette fois à une seule filière. L'histoire africaine regorge d'exemples où l'exportation d'une seule ressource, arachide au Sénégal, coton au Mali, cacao en Côte d'Ivoire, a fini par rendre les économies vulnérables aux crises mondiales. Pourtant, dès les premiers mois, le projet prend forme. 50 millions de jeunes plants de moringa sont distribués gratuitement dans tous les villages. Les écoles se transforment en pépinières. Les élèves apprennent à semer, arroser, protéger les jeunes pousses. Les coopératives féminines s'organisent, prenant le relais des techniciens de l'État. Les radios locales diffusent des chansons dédiées au Manger Moringa, vantant ses vertus nutritionnelles et médicinales. Cet élan populaire rappelle d'autres mobilisations historiques. Dans les années 50, la Chine de Mao avait lancé le grand bond en avant, mobilisant toute la population pour transformer les campagnes. Si l'expérience chinoise fut entachée de tragédie, elle a montré la puissance d'une mobilisation collective, capable de changer la donne en quelques années. Au Burkina Faso, la différence réside dans le choix d'une solution adaptée au terroir, respectueuse des savoirs locaux et des rythmes naturels. Rapidement, le plan Moringa cesse d'être un simple programme d'État. Il devient un mouvement social, économique, culturel. Les familles n'attendent plus les instructions. Elles s'organisent, échangent des conseils, inventent de nouvelles recettes à base de feuilles fraîches ou de poudre verte. Mais derrière l'enthousiasme, les doutes persistent. Comment transformer une vision en réalité, dans un pays où chaque saison peut tout remettre en cause? Le Burkina Faso a connu tant de déceptions. Des barrages construits puis laissés à l'abandon. Des cultures introduites puis oubliées. Cette fois, le pari est de taille et l'échec serait un revers cuisant, pas seulement pour le gouvernement, mais pour toute une génération. Pourtant, les premiers résultats dépassent les espérances. En une seule année, la malnutrition infantile recule de 8%. Dans les écoles, la poudre de moringa enrichit les repas. Les enfants retrouvent une énergie nouvelle, l'assiduité grimpe. Les soignants observent une diminution des cas d'anémie et de maladies infectieuses, attribuées à la meilleure nutrition. L'État accélère le mouvement. Chaque famille reçoit l'instruction de planter des haies vivantes de moringa pour protéger, nourrir, ombrager et délimiter son terrain. Le vert tendre des jeunes feuilles tranche sur la poussière rouge du Sahel, transformant peu à peu le paysage. Au marché, l'huile de moringa fait sensation. Extraite localement, elle commence à remplacer l'huile de palme importée d'Asie. Les bidons jaunes, pur Burkina, se vendent à toute vitesse. Les producteurs sentent que la prospérité n'est plus un rêve lointain, mais une possibilité concrète. Dans les villages,
Les coopératives rassemblent femmes, jeunes et anciens, partageant les bénéfices et réinvestissant dans la communauté. Dans les champs, les feuilles et les tourteaux de moringa servent d'engrais naturels. Pour la première fois, la dépendance aux fertilisants importés recule. Les terres fatiguées reprennent vie, les rendements de sorgho et de niébé grimpent. Même les sceptiques, voyant les résultats, se lancent dans l'expérimentation. Des exemples concrets abondent. À Zignaré, une coopérative féminine a multiplié par 3 ses revenus en transformant les feuilles en poudre pour les marchés urbains. À Tenkodogo, des jeunes ingénieurs ont mis au point un séchoir solaire permettant de conserver les feuilles toute l'année, même en saison des pluies. Des artisans inventent des savons et des crèmes à base d'huile de moringa, créant une filière cosmétique locale. Partout, l'activité bourdonne. Chaque mois, de nouvelles coopératives naissent. Les marchés regorgent d'idées. Et déjà, des unités exportatrices pointent vers le Ghana, le Niger, le Mali. Le tissu économique change, fondé sur la solidarité, la valeur ajoutée locale et l'avenir tracé par chaque Burkinabé. Mais le scepticisme ne disparaît pas pour autant. Experts européens et américains s'interrogent. Un arbre, même prodigieux, peut-il rivaliser avec le blé, le maïs ou les céréales subventionnées par l'agro-industrie mondiale? La presse internationale s'empare du débat. Le moringa peut-il nourrir une nation? Interroge un journal londonien. Les débats s'enflamment, opposant les partisans d'une renaissance africaine aux défenseurs de l'agriculture conventionnelle. À Ouagadougou, la tension monte, car tout repose sur un équilibre fragile. Si les rendements stagnent, si la sécheresse frappe, si le modèle échoue dans certaines régions, l'espoir d'indépendance peut très vite se transformer en déception amère. Sur le terrain, de nouveaux défis apparaissent. La pression sur les ressources augmente. L'eau devient un enjeu vital, la gestion des semences un sujet de controverse. Les régions les plus arides peinent à suivre le rythme, creusant les inégalités entre le nord et le sud du pays. Des tensions émergent aussi autour de la propriété des terres. Certaines familles, voyant la valeur du moringa grimper, cherchent à accaparer les meilleures parcelles. Dans les zones frontalières, des trafics de jeunes plants apparaissent, alimentant un marché noir difficile à contrôler. La réussite attire l'attention, mais aussi les convoitises. En moins de 5 ans, le Burkina Faso devient le laboratoire que toute l'Afrique observe. Le pari du moringa inspire le Mali, le Niger, le Sénégal, qui créent l'Alliance Moringa, une plateforme régionale d'échange de semences, de savoirs et de marchés. Ensemble, ils défient l'ordre agricole mondial, proposant un modèle fondé sur la résilience et la coopération. Mais derrière les succès, de nouveaux dangers guettent. La monoculture du moringa s'étend si vite que certains écologistes tirent la sonnette d'alarme. Dans plusieurs régions, les nappes phréatiques s'amenuisent, les rivières ne suffisent plus à irriguer les plantations. Des invasions de ravageurs apparaissent, menaçant de détruire des récoltes entières. Les multinationales agroalimentaires, flairant l'opportunité, cherchent à racheter des terres, à imposer leurs semences hybrides ou à breveter les procédés de transformation. Le spectre d'une nouvelle dépendance plane sur le pays. En 2029, la crise éclate. Une sécheresse d'une ampleur inédite frappe le Sahel. Les forages se tarissent, les réservoirs d'eau s'assèchent. Des villages entiers basculent dans la détresse, faute de ressources. Les médias internationaux accusent le Burkina Faso d'avoir provoqué un écocide. Le miracle moringa vire au cauchemar, titrent les journaux européens et américains. Sur les réseaux sociaux, l'affaire s'enflamme. Certains experts occidentaux dénoncent l'arrogance africaine, prédisent l'effondrement du modèle burkinabé. Les ONG environnementales réclament un moratoire. Les bailleurs de fonds menacent de suspendre leur aide. Sous la pression, le gouvernement réagit. Il impose une régulation stricte de l'irrigation, limite l'expansion de la monoculture, interdit l'achat de terres par les sociétés étrangères. Les grandes coopératives sont restructurées, leur gouvernance devient plus locale et transparente. Sur le terrain, des milliers de jeunes ingénieurs inventent des systèmes d'irrigation innovants. Récupération d'eau de pluie, goutte à goutte low-tech, ombrière végétale.
Le pays parie sur l'innovation locale, refuse le repli et mobilise les savoirs traditionnels pour éviter la catastrophe. Le moringa devient alors un double symbole. Fierté retrouvée, car un peuple a su transformer sa destinée avec un arbre longtemps méprisé. Mais aussi inquiétude, car chaque succès révèle la fragilité de cette renaissance. La sécheresse, les marchés mondiaux ou les puissances extérieures peuvent tout balayer. La réputation du pays, sa stabilité sociale, son indépendance économique sont en jeu. L'échec ne serait pas qu'un revers pour le Burkina Faso, il deviendrait une arme rhétorique contre toute tentative d'innovation africaine. Pourtant, malgré la tempête, le pays refuse de céder au fatalisme. Il s'appuie sur l'adaptation, la solidarité, la résilience des communautés rurales. L'expérience du moringa inspire d'autres initiatives: diversification des cultures, intégration d'espèces locales, valorisation des savoirs ancestraux. Des villages inventent des systèmes de rotation. Moringa, niébé, pois d'Angole, pour préserver la fertilité des sols. Des réseaux de femmes mettent en place des banques de semences, échappant aux brevets des multinationales. Les jeunes créent des applications mobiles pour connecter producteurs et acheteurs, partager les bonnes pratiques, anticiper les crises climatiques. La société civile s'organise. Des ONG locales forment les paysans à l'agroécologie, des juristes élaborent des lois pour protéger les terres contre la spéculation. Des associations veillent à la juste répartition des bénéfices. L'université de Ouagadougou lance une filière de recherche dédiée au moringa, associant botanistes, nutritionnistes, ingénieurs agronomes. Face à la crise, le Burkina Faso innove, expérimente, s'adapte. La révolution moringa devient un laboratoire permanent, une école de résilience appliquée. Mais la question demeure: jusqu'où le pays peut-il tenir sans renoncer à son ambition? À quel prix la révolution moringa se paiera-t-elle, pour le Burkina, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest? Lorsque le rêve se réalise, le doute persiste. À quel prix et pour combien de temps? En 5 années seulement, le Burkina Faso a défié tous les pronostics. La production alimentaire nationale a triplé, la faim a reculé de près de la moitié. Désormais, des excédents alimentaires sont exportés vers les pays voisins: Mali, Niger, Côte d'Ivoire. Le pays devient un acteur commercial incontournable au sein de la CEDEAO. Mais les chiffres ne disent pas tout. Dans les villages, les enfants mangent à leur faim, apprennent mieux, tombent moins souvent malades. Les dispensaires distribuent des compléments à base de feuilles de moringa. De nouveaux emplois voient le jour, de l'agroforesterie à la transformation locale, en passant par la logistique et la distribution. Jadis méprisé, le moringa s'est hissé au rang de symbole national, d'orgueil collectif. Il est chanté dans les écoles, célébré dans les festivals, cité dans les discours officiels. Les Burkinabés redécouvrent leur héritage, leur capacité à transformer l'adversité en opportunité. Mais ce succès fulgurant comporte aussi des risques. L'uniformité des cultures menace la biodiversité. L'irrigation excessive épuise les nappes phréatiques. L'instabilité des marchés mondiaux fait peser une incertitude permanente. Déjà, des groupes étrangers convoitent la filière, cherchant à imposer leurs brevets, à capter les bénéfices du miracle burkinabé. Face à ces dangers, la société s'organise. Une loi impose désormais que chaque parcelle de moringa soit entourée d'essences locales: acacia, baobab, néré. L'objectif est de préserver la biodiversité, de favoriser la pollinisation, de limiter les ravageurs. La gestion de l'eau devient une priorité nationale. Des quotas d'irrigation sont instaurés. Des campagnes d'éducation sensibilisent les familles. La surveillance des nappes phréatiques est renforcée. Des comités villageois surveillent la répartition de l'eau, anticipent les conflits, organisent la solidarité en cas de sécheresse. Le Burkina Faso protège aussi ses savoir-faire. Des brevets nationaux couvrent désormais les procédés de transformation du moringa, empêchant toute appropriation étrangère. Les coopératives contrôlent la commercialisation, garantissent une répartition équitable des profits. Le message est clair. La souveraineté ne se gagne pas seulement dans les champs, mais aussi dans l'innovation sociale, la loi, la vigilance collective. Le succès n'est jamais définitif,
Il demande une attention constante, une adaptation permanente, une solidarité renouvelée. Si la société échoue à gérer ses ressources, ou si le contrôle échappe à la population, tout peut se retourner. La révolution verte du Burkina Faso, exemple pour l'Afrique, repose sur un équilibre fragile. Ici, la souveraineté est un combat de chaque jour. Mais alors que le pays savoure ses premiers succès, de nouveaux défis surgissent à l'horizon. L'histoire du Burkina Faso n'est pas terminée. Tout reste à défendre, à inventer, à risquer. 300 millions d'arbres. Un chiffre qui a changé plus qu'un paysage, il a fait basculer un pays dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, une question silencieuse s'infiltre partout. Que planterons-nous demain? Au Burkina Faso, mais aussi bien au-delà, cette interrogation sème déjà d'autres révolutions. Dans les écoles, les enfants racontent l'histoire du moringa comme une légende moderne. Dans les cantines, la poudre verte a remplacé le riz importé, rendant l'alimentation plus sûre, plus locale. Sur les marchés, de nouveaux produits apparaissent, biscuits, barres énergétiques, compléments alimentaires, tous estampillés Burkina Faso. Mais la réussite n'est pas uniforme. Tous les arbres plantés n'ont pas survécu. Les tempêtes de sable, la sécheresse, les criquets ont balayé des promesses, rappelant que la nature impose toujours ses lois. Dans certaines provinces, la monoculture a creusé des inégalités, opposant riches propriétaires et petits cultivateurs. Des voix s'élèvent encore, dénonçant les surcoûts, les écarts entre villes et campagnes, la dépendance à une seule ressource. Pourtant, quelque chose a changé. La faim recule, lentement mais sûrement. Les familles diversifient leurs revenus, certaines transforment le moringa, d'autres élèvent des volailles, d'autres encore développent le maraîchage sous ombrage. Les femmes, premières gardiennes du moringa, tissent des réseaux de solidarité dans les coopératives, défendant l'accès aux terres, la transmission des savoirs. L'économie s'est ramifiée autour de ces arbres. Transport, transformation, commerce, artisanat. Les racines du moringa plongent dans la terre, mais aussi dans la mémoire collective, reliant passé et avenir. Le vrai bouleversement est ailleurs. Pour la première fois depuis l'indépendance, le Burkina Faso a osé dire non à la fatalité. La résilience n'est plus un mot, mais une pratique, un geste répété, partagé. Le pays a montré qu'on peut refuser les recettes imposées, inventer sa propre voie, même au risque de l'échec. Car la souveraineté ne se décrète pas. Elle se cultive, saison après saison, crise après crise. La tentation de retomber dans la dépendance reste là, tapie dans chaque sécheresse, chaque hausse des prix mondiaux. Mais désormais, un autre choix existe. Semer chez soi, parier sur ses propres forces, même si le risque est grand. Alors, que planterez-vous demain? Prendrez-vous le risque de semer une idée neuve à la manière du Burkina Faso, ou laisserez-vous le désert avancer, là où l'imagination s'arrête? Face à la crise climatique, à la pression économique, à la lassitude des modèles importés, le pari du moringa offre une leçon urgente. Miser sur son héritage, sur son peuple, sur ses ressources, c'est là que commence la véritable révolution. Peut-être, un jour, le monde suivra l'exemple d'un pays qui a osé planter 300 millions de rêves et récolter une nouvelle souveraineté.